du savoir-être, sur le sujet du savoir-être, et j'ai cru comprendre que dans l'agilité, comme on dit, dans l'agilité, il était notamment question de transformer, enfin de changer les attitudes, de modifier les comportements, et donc de travailler sur le savoir-être. Et donc qu'est-ce que ça signifie ? Et on va voir qu'effectivement, ça fait partie, ça peut être un mot valise dans lequel chacun fourgue un petit peu ce qu'il entend. Et l'un des paradoxes du savoir-être, l'un des moindres, l'un des paradoxes qui ne sera pas l'un des moindres, bon bref, l'un des paradoxes sera notamment qu'avec le savoir-être, il sera question en fait de savoir paraître, donc l'inverse de ce qu'on entend par le mot, c'est-à-dire en fait d'un savoir-faire d'ordre comportemental, qui est exactement l'inverse de ce qu'on entend. Je veux dire, rien que le mot savoir-être, ça pourrait être un sujet d'agrégatif en philosophie. L'être peut-il faire l'objet d'un savoir ? Enfin, c'est tout à fait étonnant. Les premiers philosophes grecs ont commencé à réfléchir sur la question. Comme si l'être n'allait pas de soi pour nous. Être, de toute façon, je n'ai pas trop le choix, je suis dans l'être, enfin, je suis né, j'existe en tout cas. Et donc, c'est le sujet même de savoir-être est paradoxal, en tout cas pour un philosophe. On va voir très rapidement, je ne vais pas vous faire de la philosophie, enfin je vais essayer de ne pas vous faire de la philosophie philosophante un peu jargonnante, mais pour que vous saisissiez très rapidement la problématique, pour que vous la saissiez, il faudrait que je la saisisse d'abord, c'est-à-dire que je m'en rappelle, et qui est notamment, si, en fait, la question de savoir-être ne peut se poser que pour quelqu'un qui pourrait ne plus être. Attention, on ne décolle pas, je reverrai atterrir aussitôt, ne vous inquiétez pas. Il n'y a que pour nous qui sommes libres, et notamment libres de nous suicider, si on veut, ou libres de pouvoir ne plus avoir tel type de comportement si on veut rester sur du savoir-être. Nous avons la possibilité de désapprendre des savoir-être que nous aurions appris. Toujours est-il que la problématique, c'est pas où. La question, c'est est-ce que ça va être un plus ou un moins pour vous de m'entendre comme ça ? Là, ça le fait là. C'est un moins ? Là, c'est bon. Si je crie pas trop, bon, vous n'hésiterez pas à agiter les bras pour demander de modifier le son s'il y a lieu. Donc personne n'enjoindrait à un arbre, par exemple, ne dirait à un arbre « sois », parce que l'arbre, de toute façon, il est là, il n'a pas le choix d'être, de ne pas être, d'accord ? Il est là. Et donc il n'y a que à des êtres libres, à des humains pour faire vite, que la question même de savoir-être peut avoir un sens. Parce qu'il y a manière et manière d'être. De même qu'on doit tout se dire, mais il y a manière et manière de se dire les choses, il y a manière et manière d'être. Et donc, il n'y a qu'à des êtres libres, c'est-à-dire capables de progresser dans la manière dont ils sont, d'apprendre ou de désapprendre, que l'impératif de savoir-être peut avoir un sens. Il n'y a que l'humain qui est capable de tomber dans l'inhumain. C'est l'une des spécificités de l'humanité que de pouvoir, de notre humanité, que de pouvoir, pour nous, contredire notre propre nature. On est le seul être comme ça. Nous, on est capable d'inhumain. On est le seul être qui, alors, nous sommes a priori des animaux terrestres, qui a envie d'aller de se faire oiseau en allant dans le ciel, de se faire poisson en allant sous l'eau, qui ne sommes pas satisfaits de notre condition et qui voulons toujours évoluer, transformer notre environnement, nos habitacles, bref, tout ça. Et notamment, surtout ce que je veux dire, c'est de tomber dans l'inhumain. Donc savoir, l'injonction d'être humain ne va pas de soi. Déjà, être soi ne va pas de soi, la plupart du temps, on est comme les autres. Quand je crois penser, la plupart du temps, je fais que répercuter les pensées que je vois dans les médias ou la pensée de mon temps. Aujourd'hui, par exemple, à notre époque, la démocratie, ça nous paraît la panacée, le meilleur régime. Je serais né il y a 3 siècles. La démocratie, un esprit sensé, éclairé, aurait dit « mais vous êtes tombé sur la tête ». Et si ça se trouve, dans 2 siècles, on nous dira « mais la démocratie, évidemment que ça ne pouvait pas marcher ». On ne pense qu'à travers les œillères de notre temps. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, en tout cas c'est très bien. Nous ne pensons qu'à travers les œillères de notre temps. Et donc il faut apprendre, à penser par soi-même, c'est mieux, c'est bien. Bref, peu importe. Vous voyez, cette keynote va partir en vrille, mais ce n'est pas grave du tout, hein. Ça participe bien sûr de la keynote et on va faire comme si tout était naturellement prévu, hein. Tout ça, ce sont des effets oratoires. Comme tout à l'heure, finalement, les citations, pareil, je ne m'en souviendrai pas. Allez, premier slide, tac. Pourquoi la question du savoir-être ? Bon, parce que c'est un lieu commun. Ah, dès que je vais là. Ah, c'est drôle ça, il y a des zones. Là, on ne m'entend plus. Si, un petit peu là. Bref.
On va le lire ensemble. Les dispositifs de management modifient les comportements, mais aussi les manières d'être. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour des personnes qui passent 80% de leur temps éveillé dans un environnement donné, par exemple dans les entreprises, eh bien cet environnement finit, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, par influer sur ce que sont les personnes, et pas simplement sur ce qu'elles font. Parce que, ça c'est un enseignement constant, en tout cas dans l'histoire de la philosophie, ce que l'on fait finit par, non pas, je dirais, déterminer, mais influer, à un degré qui est difficilement mesurable, par influer sur ce que nous sommes. Et donc faire régulièrement, notamment c'est Aristote le premier qui disait que pratiquer la vertu, c'est le seul moyen de devenir vertueux. Mais lorsque, par exemple, vous pouvez vous retrouver dans des environnements, par exemple, toxiques, des cultures d'entreprise toxiques, des environnements qui poussent au mensonge, et dans l'entreprise, dans beaucoup d'entreprises, on est souvent incité à mentir. Pour faire un bon négociateur, mes salariés, je ne peux pas leur dire qu'en ce moment, il y a un plan de licenciement qui est en train de se préparer. Le fait, bref, il peut y avoir des environnements qui nous poussent à des comportements que l'on pourrait dire immoraux dans un autre cadre, mais qui là, dans ce cadre, peuvent se justifier. Eh bien, pareil, ça contribue à influencer ce que nous sommes, et on connaissait tous des professionnels, des praticiens de l'entreprise, qui transposent dans leur vie familiale des préceptes, des choses de management qu'ils ont entendues dans des formations en PNL, je ne sais pas moi, dans la manière de gérer une équipe, ils vont le transposer dans la sphère familiale, et via la PNL notamment, la programmation neurolinguistique. Eh bien, dans un cadre professionnel, vous allez éventuellement remettre en question des croyances fondamentales, et ces croyances fondamentales, c'est celles qui vous déterminent aussi dans la vie personnelle. Et entre les deux, il n'y a pas de frontières hermétiques, étanches. Et donc, ceci, voilà, que nous venons de lire, enfin, vous voyez, je pense que vous m'avez tous compris, et ceci, qui était simplement effectivement un numéro de Enjeux les Échos, comme ça je dirais vers 2007, 2005 ou 2007, dont le thème était précisément comment l'entreprise nous change, donc nous change nous personnellement, l'influence du professionnel sur le personnel. Saint-Augustin, enfin ce matin, vous voyez, la citation de Saint-Augustin, je l'avais ce matin, mais alors ce n'était pas celle-ci. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est que c'est en pratiquant les choses que l'on finit par devenir ce que l'on pratique. Les pratiquants d'arts martiaux le savent notamment. C'est en faisant des gestes justes que l'on finit par devenir juste. C'est-à-dire que c'est en pratiquant, en mettant en œuvre par le corps il y a une forme de quête d'absolu, de perfection du geste, qui est censée modeler l'esprit. Donc ce que l'on fait, en fait, voilà, ce que je vous dis, c'est ce que l'on fait influe sur ce que l'on est. Tout cela pour dire, mais ça c'est typique des philosophes, un grand truc comme ça pour dire une grande évidence, enfoncer une porte ouverte qui est de ce que l'on fait influe sur ce que l'on est. Et donc vous êtes ce que vous faites sans cesse. L'excellence n'est pas un événement, elle est une habitude. Mais donc ça marche dans les deux sens, à la fois pour l'excellence, la vertu, mais aussi pour le vice. Et donc si vous êtes dans des environnements viciés, éventuellement /vicieux, ces environnements ont tendance à vous modeler de cette manière. Et ça, c'est un point important. Enfin, là, je vais très vite, mais peut-être que ça vaut le coup de faire un focus là-dessus. Parce que je rencontre personnellement un certain nombre d'entrepreneurs qui me disent « Oui, moi je suis obligé de mettre en place telle organisation et tel mode de management parce que les hommes chez moi sont de cette manière. Et donc je prends la réalité humaine telle qu'elle est. » À quoi il faut répondre que le type humain qu'ils ont dans leur entreprise est aussi la résultante du type d'environnement qu'ils ont mis en place. Et donc, d'une certaine manière, on a que les salariés qu'on mérite. L'environnement influe de manière décisive sur le type humain à l'œuvre. Et donc, vous avez, par exemple, deux théories. Bon, en philosophie, c'est l'homme est naturellement bon, l'homme est naturellement mauvais. Vous avez des gens comme Jean-François Aubry de Phase et Vie qui vous disent moi, je fonde ma philosophie d'entreprise, mon mode de management, mon organisation sur le postulat que l'homme est bon. À partir de quoi je vais lui faire intégralement confiance, parce que j'estime qu'à long terme, même les fois où je n'aurais pas dû lui faire confiance, à long terme, on a plus à gagner, grosso modo, qu'à perdre, à faire confiance sur le long terme. Bien. Donc lui, il part de ce postulat, l'homme est naturellement bon. Pour ceux qui connaissent un petit peu, équivalent peu ou prou la théorie, je dirais, Y de Douglas MacGregor.
Et de l'autre côté, vous avez d'autres philosophes. L'homme est naturellement mauvais, Hobbes par exemple. L'homme est un loup pour l'homme. Bon, enfin, parmi une foultitude d'autres. Et leur théorie X de Douglas MacGregor est là, eh bien, parce que l'homme est pareil, naturellement paresseux, naturellement rétif aux responsabilités, naturellement. Bon, bref, il faut le fouetter et le gérer, je caricature. Il faut le manager du coup au bâton et à la carotte pour le faire avancer, des facteurs de motivation extrinsèques. Et bien, du coup, à partir de ce postulat philosophique, on voit se mettre en place du coup des organisations, des cultures, des modes de management qui en découlent. Mais donc ce sont deux postulats, vous voyez, on dirait en philosophie, également essentialistes. C'est-à-dire qu'on postule qu'il y a une essence humaine. Soit, choix philosophique fondateur, je considère que l'homme est naturellement bon, et je construis une organisation, un management en fonction de mon postulat à moi, décideur, fondateur de l'entreprise. Ou alors je considère que l'homme est naturellement mauvais. Aujourd'hui, ce qui est assez communément partagé, et avec quoi je suis d'accord, malheureusement, j'aime bien ne pas être d'accord avec ce qui est communément partagé, mais enfin là, je le suis, d'accord, c'est que l'homme n'est ni naturellement bon, ni naturellement mauvais. On ne naît pas homme, on le devient. Et donc, c'est l'environnement, le contexte, également la culture, tous les processus de culture, ça consiste précisément à travailler des dispositions naturelles, plus ou moins, par exemple, averse au risque. Je suis plus ou moins, naturellement, spontanément, j'ai plutôt peur du risque. Mais mon frère est plutôt enclin à prendre des risques. Bon. Eh bien, en fonction des dispositions naturelles, eh bien, ça va être le contexte culturel dans lequel je vais être placé qui va cultiver ou au contraire réfréner, restreindre certaines dispositions naturelles. Et donc on ne peut pas, c'est ça que je veux dire, enfin, dire simplement l'homme est naturellement bon ou l'homme est naturellement mauvais. L'homme est, pour une part non négligeable, sinon décisive, ce que va le faire devenir le contexte culturel, l'entreprise, l'organisation dans lequel, l'environnement professionnel dans lequel il va évoluer. Je reboucle. Raison pour laquelle on a dans une entreprise le type humain qui va venir correspondre au postulat, au présupposé du fondateur. Si je postule que l'homme est naturellement roublard, rétif aux responsabilités, ainsi de suite, je vais mettre un environnement de contrôle qui va faire en sorte que les personnes en interne vont correspondre. Comme il y a un appel d'air, comme on répond à un appel d'air, ils vont s'adapter à l'environnement dans lequel ils sont placés. Et ça va venir confirmer le dirigeant dans son postulat initial qui était que, effectivement, vous voyez bien, si je ne les flique pas, ils ne sont pas dignes de confiance. Mais je les ai fait devenir comme ça, pas dignes de confiance. Ok, je passe rapidement. Comment la pratique constante de certains comportements? Bon, ça j'en ai parlé. Quelques citations qui me paraissent tout à fait bienvenues. J'aime bien les citations, je me permets de vous les livrer quand elles me paraissent pertinentes. Bon, les deux relativement connues, c'est celle du bas. Si vous traitez un salarié comme un adolescent, il va se comporter comme un adolescent. D'une certaine manière, il va devenir. Et donc, lorsque en entreprise, j'infantilise les salariés, effectivement, je vais finir par me retrouver avec des enfants. Des personnes, c'est-à-dire que je leur demande à quelle heure ils arrivent le matin, quelle heure ils partent le soir. S'ils ne sont pas là, ils font un mot d'excuse. C'est quand même le minimum. Et donc, j'infantilise. Et après, je suis tout étonné d'avoir des enfants ou des adolescents en interne. Si vous mettez des barrières autour des gens, vous obtiendrez des moutons. Pas besoin d'explications faramineuses. Et puis Jean-Marie Delarue, quelqu'un de très très bien, ce Jean-Marie Delarue, je vous invite à regarder. Il a été pendant donc 10 ans contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire pour faire vite les prisons. Un esprit indépendant, quelqu'un de très, très droit. Et il nous dit, ce cher Jean-Marie, plus on traite les gens comme des bêtes fauves, plus ils vont se comporter comme tels. Bon, transposable dans les environnements professionnels comme ailleurs, et donc a fortiori dans les prisons. Ce qui me fait penser à une citation de Goethe, que là j'ai bien en tête, cette fois-ci, c'est pas une habitude chez moi, de les avoir en tête. Goethe qui dit, traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être, et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Et ça, mesdames et messieurs, ça c'est le postulat de ce que je voulais dire, enfin c'est pas le postulat, c'est la quasi-conclusion de ce que je voulais vous dire dans cette keynote. Je me répète pour bien refaire comprendre la phrase de Goethe, parce que je ne peux pas mieux dire que ce que Goethe exprime parfaitement limpidement. Traiter les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être, donc par exemple dignes de confiance, absolument,
puisqu'il pourrait être. Ni moi, je ne suis pas absolument digne de confiance. Enfin, il y en a sans doute parmi vous des personnes absolument dignes de confiance, mais en tout cas les traiter comme ça, donc traiter les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être, et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Bon, une fois qu'on a dit ça, la keynote est pliée, enfin c'est difficile de dire quelque chose. Est-il légitime? Non, c'est pas légitime. Bon, petit point de réflexion que je vous suggère. Et si nous étions progressivement insensibilisés au mal, un petit peu comme la grenouille hein, dans la casserole, et tiède qui devient chaude. C'est-à-dire qu'on peut être parfaitement adapté à un environnement. Vous pouvez avoir des coachs, beaucoup de personnes qui prennent soin de l'être. Parce que vous vous demandez, mais quel est le lien? Le sujet, il part dans tous les sens, ce philosophe. Vous n'avez pas tort. Mais il y a un lien avec le sujet quand même. Et le lien avec le sujet, c'est quand même que comment est-ce qu'on prend soin de l'être dans les entreprises? Et bien quand même, on vise au bien-être. Et c'est bien de viser au bien-être. Mais dans un environnement parfaitement nazi. Il y a des personnes qui se posent quand même des problèmes de conscience. Ils se disent quand même, ce que je fais, c'est quand même pas toujours très bien. Ne t'inquiète pas. Nous allons te payer un coaching. J'ai rien contre les coachs. Hein. Ne t'inquiète pas, nous allons mettre en place une table de ping-pong, un éclairage, tout ça, pour que tu te sentes mieux au travail. Et si tu as des problèmes de conscience, on va faire un peu de PNL ensemble, parce que c'est que tu n'es pas en adéquation avec les fins de l'organisation dans laquelle tu es. Et donc c'est au nom de ton bien-être, au nom du bien, c'est ça que je veux dire, c'est au nom du bien que l'on peut faire le mal. Et la question du bien-être en entreprise, elle est ici. Et donc des savoir-être adaptés à une organisation donnée, un savoir-être en tant que tel, il n'a pas de valeur particulière. Un savoir-être. Par exemple, l'efficacité, la discrétion, l'attention, la rigueur, et bien, si je suis un voleur, il eût mieux fallu, dit Kant, que je sois moins discret, moins efficace, moins performant, enfin tout ce que l'on veut. C'est Kant, il dit ça dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Au début, il prend l'exemple, c'est un exemple célèbre, Kant, sur l'exemple du brigand courageux. Et bien, le courage, c'est une vertu. Et bien, les vertus, ça ne vaut pas forcément le coup de les développer dans toutes les situations. Et donc, le plus important, ce n'est pas tant de développer des techniques ou de développer des savoir-être, c'est-à-dire des savoir-faire d'ordre comportemental, c'est d'abord d'éduquer à la vertu, si je puis dire, c'est-à-dire de travailler la conscience, l'esprit critique, pour le dire en un mot. D'abord avoir une bonne orientation du regard, savoir regarder dans la bonne direction, vers le bien, diraient les philosophes, avant de travailler l'acuité du regard. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur, j'en parlais peut-être rapidement ce matin, je ne sais plus, avec le transhumanisme, sur réalité augmentée, l'humain augmenté, et donc développer notre potentiel, notre technique, la puissance de l'agir humain via une technique. Très bien. Mais la question, c'est dans quelle orientation, dans quel axe, dans quelle direction. Et donc être capable de remettre en question la direction dans laquelle on va. Bon, Krishnamurti, je ne le connaissais pas particulièrement, la Jiddu Krishnamurti, mais il dit des choses bien. Je dis respect Aristote ne connaissait pas, et pour cause, puisque Aristote, Krishnamurti c'est plutôt là, et Aristote il était avant. Bon, et oui, bravo Krishnamurti, c'est ce que je voulais dire en fait. Donc je me suis permis de m'effacer devant quelqu'un qui le dit mieux que moi. Donc un même savoir-être, ça c'est ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure en keynote d'ouverture. C'est que finalement le savoir-être c'est bien, mais lorsqu'on s'efforce de diffuser un même savoir-être, parce que voilà, en fait c'était ça que je voulais dire ce matin et que je n'ai pas dit ce matin, donc vous les allez avoir et ceux qui ne sont pas là ne l'auront pas eu, c'est que lorsqu'on reproche à un collaborateur de manquer de savoir-être, en fait, ce n'est pas forcément de manquer de savoir-être en soi, c'est qu'il n'a pas le même savoir-être que les autres. Et donc on lui demande de rentrer plus ou moins dans la norme, c'est-à-dire dans le savoir-être communément partagé en interne s'il veut s'intégrer, se socialiser. Et l'entreprise se soucie assez peu, c'est un jugement de valeur, donc une opinion, pour débat, finalement de savoir si de tel savoir-être il est bon en soi ou pas. La question qu'elle se pose, c'est est-ce que c'est adapté aux fins que poursuit mon organisation? Est-ce que ça va me permettre de plus de performance, plus de coopération et de collaboration, disons, entre les personnes? Voilà.
Bon, réduction des différences, ça j'en ai parlé ce matin, ben voilà, donc finalement ce que l'on souhaite lorsque l'on reproche à quelqu'un de manquer de savoir-être, on souhaiterait que tout le monde partage les mêmes standards de savoir-être, raison pour laquelle il y a des formations au savoir-être dans les entreprises, de manière à amener tout le monde quand même à un même standard qualité en termes de tenue, quand même on a de la tenue chez nous, dans notre entreprise quand même on a des attitudes quand même qui sont conformes, et donc le salarié modèle et le salarié modelé à cet égard. Bravo. Réduction des différences, du coup des différences de comportement. La distinction entre diversité, variété, parce que la distinction entre variété et variété, elle est beaucoup plus difficile à faire. Entre diversité et variété, ça, moi j'en suis capable, mais entre variété et variété, c'est très très ténu, et je serais ravi de discuter avec quelqu'un qui pourrait m'éclairer sur le sujet juste après cette keynote. Ce qui me fait penser, vous voyez, on sort de la keynote que ce matin, j'ai oublié et j'aurais bien fait une petite distinction, parce que je la trouve sympathique, et j'avais envie de vous parler de choses sympathiques, donc parlons-en. La distinction entre collaboration et coopération. Non, mais c'est parce que je pense que c'est en lien quand même avec le type de savoir-être quand même, que vous essayez de développer dans l'agilité, et que c'est intéressant en soi. Même si vous n'étiez pas des agilistes, c'est intéressant de le savoir. La collaboration, qu'est-ce qui distingue la collaboration-coopération? Souvent, on emploie un terme pour l'autre. Et je n'avais pas lu, moi j'avais cherché pas mal dans des bouquins, sur Internet, des distinctions satisfaisantes. Bien. Revenons à l'étymologie, ça nous aide souvent grandement. Collaboration, labor, c'est le travail. Collaborer, c'est travailler ensemble. Bien, là je ne vous apprends rien, tout le monde le sait. Coopérer, donc la coopération, opus, donc opéra, ça vient de opus, c'est l'œuvre. C'est-à-dire c'est le résultat du travail. Donc le travail, c'est un moyen, opus, c'est l'objectif. Et donc des coopérateurs mettent ensemble des moyens de parvenir à des objectifs qu'eux-mêmes n'ont pas déterminés, là où des coopérateurs déterminent à la fois les moyens et les fins. Donc des collaborateurs, on se souvient de Nicolas Sarkozy qui parlait à propos de Françoise Fillon, qui était alors son Premier ministre, il disait « mon premier collaborateur », pour bien montrer quand même qu'il y en a un décidait les objectifs et l'autre mettait en œuvre. Donc dans la collaboration, on le voit bien en France, dans le contexte français, voilà, la collaboration avec l'occupant allemand, il y en a un qui décide et l'autre qui s'agite dans les soutes pour essayer de coller aux objectifs. Et dans la plupart des organisations traditionnelles, c'est ce qui se passe. Il y a quand même le manager qui décide, le manager ou de la hiérarchie, on va dire, et les collaborateurs qui, eux, ont toute l'attitude de moyens. Et souvent, ce que l'on appelle même, je passe du coq à l'âne, je vais essayer de revenir, ce qui n'est pas facile pour moi de revenir à quelque chose dont je pars. Bon, ce que l'on appelle communément l'autonomie dans les entreprises, il faut s'entendre sur le mot, parce qu'en fait, ce n'est pas ce que l'homme de la rue entend par le mot autonomie. Et ce n'est pas non plus ce qu'on entend en philosophie par autonomie. L'homme de la rue, lui, parle le même langage que le philosophe de base, que je suis, à savoir autonomos. Nomos, c'est ce qui a donné la norme. Auto, c'est se donner ses propres normes. Donc, se fixer à soi-même ses propres objectifs. Quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui fixe ses propres objectifs. On voit bien qu'en entreprise, les gens sont rarement autonomes, dans ce sens commun qui est celui de se fixer ses propres objectifs. En entreprise, la plupart du temps, y compris parfois dans les entreprises que l'on peut étiqueter aujourd'hui de libérées, ce que l'on veut libérer, c'est la capacité des personnes à s'auto-organiser, mais pour satisfaire des objectifs qui leur sont donnés par d'autres personnes. Et là, on peut parler d'autonomie, mais au sens où mon ordinateur a une autonomie de, je sais pas moi, de 2 heures, ou au sens où ma voiture a de l'autonomie en essence. Ce qui n'est pas du tout le sens, ce que l'on entend communément par le mot autonomie. Et là-dessus, il y a des vraies divergences du coup. La personne s'attend à être autonome, c'est-à-dire à pouvoir déterminer les fins, et en fait, elle se retrouve à ne pouvoir déterminer que les moyens. Très bien, alors Thibault, là, il faut raccrocher, c'est le moment où il faut y aller. On était distinction collaboration, coopération, voilà. Donc collaboration, c'est dans des environnements hiérarchiques, et coopération, dans des environnements non hiérarchiques, entre pairs, PAIR. Peer-to-peer, de pair à pair. Coopération. Collaboration. Avec cette difficulté supplémentaire, parce que ce serait trop facile. Ce serait quand même trop facile. Là, j'ai le sentiment que vous avez compris, donc ça veut dire que c'est un peu trop facile. On va complexifier un petit peu. C'est-à-dire que depuis le début des années 2000, vous aurez remarqué qu'on parle du collaboratif. Et
Alors, la complexité, c'est qu'en fait, lorsque l'on parle du collaboratif, on veut parler de la coopération. Je suis désolé, ce n'est pas ma faute. Et en fait, lorsqu'on entend du collaboratif, il faut entendre de la coélaboration des fins et des moyens. Bon, c'est comme ça. On fait avec, si vous voulez. Le langage. Bien, bien, bien. Je ne sais plus où j'en suis. En tout cas, en réalité, ce qui est demandé, c'est pas de... Oui, de s'améliorer sans s'être. Oui, bon, là, très rapidement, le philosophe qui se fait plaisir. Par savoir-être, en fait, ce qui est demandé, c'est un savoir-devenir. Ce n'est pas de l'être. On ne demande justement pas aux gens d'être statiques dans l'être. On leur demande de s'améliorer sans cesse. Donc de devenir de meilleur en meilleur. Bon, ça n'apporte rien, c'est pour se faire plaisir. Ça m'a fait plaisir. Il s'agit de devenir plus rationnel, à terme aussi fiable et prévisible qu'une machine. On en a parlé rapidement ce matin. Savoir-être pour savoir où tu es. Que je puisse te situer, moi manager, dans l'organisation, j'ai besoin de savoir toi où tu es, que ton comportement soit suffisamment prévisible. La liberté, ça fait peur. En entreprise comme ailleurs d'abord, d'ailleurs. Comme ailleurs, d'ailleurs. Bon. Bien. Savoir-être, savoir se poser. Être, c'est agir et pâtir. Voilà quelque chose que je voulais partager avec vous. Ça, c'est Platon. Platon. Bon, maximum respect quand même pour Platon. Et Platon, il dit, être, c'est deux choses, agir et pâtir. Dans l'entreprise, on a souvent tendance, enfin comme ailleurs dans l'entreprise, bon, parce que c'est plutôt mon sujet du moment, à se perdre dans l'affairement, dans l'activisme. L'activité, vous avez des collaborateurs qui se donnent le sentiment, voilà, ils brassent des feuilles, ils ouvrent leur ordinateur, ils tapotent sur l'ordinateur, ils ont le sentiment, ils s'activent. Mais on n'agit pas forcément. On s'active beaucoup, on s'agite, mais on n'agit pas forcément. Difficile d'agir vraiment. Et donc c'est agir, mais pas ne faire qu'agir. Sinon, on voit, enfin, Platon connaissait déjà, on tombe dans des burn-out, on n'est que dans l'activisme. Il y a besoin de pâtir, c'est-à-dire également de se reposer, du repos, de se recueillir soi-même, de se ramasser, certains diraient se recentrer, enfin, ce qu'on appelle se reposer. Se reposer et donc, savoir se recevoir, donc différentes déclinaisons, savoir reconnaître que l'on ne s'est pas fait tout seul, savoir être, c'est reconnaître que notre être, on ne le doit pas qu'à soi. Je le dois à mes professeurs, à ceux qui m'ont enseigné, ceux qui m'ont façonné, je le dois à mes parents, à ma culture, je le dois à mes collègues, ce que je suis aujourd'hui, c'est un résultat. Et souvent, je prétends m'attribuer des mérites, oui, c'est moi, je suis bon, mais ces mérites, qu'ai-je que je n'ai reçus? Ces mérites, finalement, c'est l'ensemble, je suis l'ensemble de tout ce que j'ai reçu dans ma vie jusqu'ici et dont je m'efforce de restituer une maigre part. Donc difficile de s'attribuer des mérites, bien qu'il y ait de la rémunération au mérite. Bref, c'est une autre problématique dans laquelle je ne vais pas rentrer maintenant. Donc se reconnaître agent, c'est-à-dire passif, et se vouloir acteur, bien souvent. C'est écrit en fait, j'ai rien à ajouter. Vous savez lire comme moi, mais il ne suffit pas de le savoir. Voilà, en fait, le point est là, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a un philosophe, enfin, c'était mon directeur de thèse qui s'appelle Rémi Brague. Maximum respect, Rémi Brague. Vous avez Aristote, on a Platon juste ici, on a Rémi Brague juste en dessous quand même. Enfin, on est sur des choses très, très ténues entre eux. Et Rémi Brague, il nous dit que finalement, la plupart du temps, on demande, on va consulter des philosophes, on va consulter des coachs de vie, on va consulter beaucoup de monde pour savoir finalement qu'est-ce que je devrais faire. Et en fait, nous sommes outillés pour savoir ce que l'on devrait faire. On sait exactement, la plupart du temps, dans la plupart des situations, on sait ce que l'on devrait faire. En conscience. On le sait. Simplement, on retrouve plein de prétextes, d'excuses pour ne pas le mettre en œuvre. Et donc, la vraie difficulté, ce n'est pas de savoir ce que l'on devrait faire, puisque nous sommes outillés pour, nous avons une raison, une conscience, c'est de le mettre en œuvre. Enfin voilà, c'est une grosse évidence que je vous dis, mais c'est très important. Je sais que je devrais maigrir, mais je ne me donne pas les moyens d'eux. Et je sais comment faire. Je sais, il faudrait que j'aille faire du sport, que je change d'alimentation, enfin, je sais pas, il y a différentes choses. Mais je ne le mets pas en œuvre. On le sait, c'est le début d'ailleurs du livre d'Isaac Getz là, sur entreprise, liberté et compagnie. Il prend cet exemple, je crois, du régime. La plupart des entreprises savent, on en a parlé, je l'ai entendu ça ce matin également, la plupart des entreprises savent ce qu'elles devraient faire. Tout le monde est d'accord sur le fait d'aller vers une autonomisation des équipes, tout cela. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Vraiment, c'est très bien. Ah oui, je reconnais que c'était pour dire que la plupart disaient il faut y aller, mais chez moi, ça ne peut pas marcher. On sait ce qu'on devrait faire, mais on ne le met pas en œuvre. Bon, une citation d'Aristote, parce que ça fait toujours bien dans une keynote de citer Aristote. Enfin, je le dis pour des keynoteurs, c'est comme ça, Aristote, il est difficilement remplaçable. Alors en fait, Aristote,
il dit mieux que moi ce que j'ai dit. On a bien raison de dire que c'est à force d'exécuter ce qui est juste qu'on devient juste, et à force d'exécuter ce qui est tempérant qu'on devient tempérant. Donc on devient ce que l'on pratique. Et sans agir de la sorte, nul n'a la moindre chance de devenir bon. Mais voilà, la plupart n'agissent pas ainsi et cherchent refuge dans la théorie, croyant se consacrer à la philosophie et ainsi pouvoir être vertueux. Grosso modo, je vais aller écouter des personnes qui font des keynotes, des conférences, tout ça. Je me dis vraiment, c'est très très bien, j'ai appris des choses aujourd'hui. Alors par contre, la mise en œuvre, ça c'est, il y a de loin, on en est loin. Et donc on se donne bonne conscience. Je vais étudier la philosophie pendant des années, tout ça, mais je vais me dispenser de changer moi-même. Ou autour de moi. Ils font un peu comme ces malades qui écoutent attentivement les prescriptions de leur médecin, mais ne font rien. Et alors ce qui est fou, c'est que je ne connais pas le prénom d'Aristote. S'il y en a qui, sur Wikipédia, je ne connais pas le prénom d'Aristote. Enfin, si ça se trouve, d'ailleurs c'est une fausse question, ça se trouve, ils n'avaient pas de prénom, mais enfin quand même, c'est quand même curieux. Sans entraînement, sans culture, on ne peut rien, bien. Savoir être, c'est aussi reconnaître, savoir ne pas être, c'est-à-dire savoir s'effacer. Ce qu'on demande généralement parmi les différents items de savoir-être, c'est de demander aux personnes, justement, pour pouvoir collaborer, pour qu'il puisse y avoir une vie d'équipe, c'est de savoir s'effacer, lâcher prise. Donc savoir se retenir d'un trop-plein d'être, donc d'être imbu de soi, et de se retenir de se répandre. Moi je fais à la place d'eux, moi je sais faire, et moi je vais te montrer. Donc savoir-être, c'est savoir limiter son être, se limiter. Bon. Bien sûr, le petit ajout de Thibaut Brière, c'est quand même important d'avoir un ajout de... Ma première limite, c'est de ne pas connaître mes limites, justement. Le propre de l'homme, c'est de ne pas pouvoir dire « voilà où sont mes limites », raison pour laquelle on n'arrive pas à définir l'homme. Enfin, on peut multiplier les définitions, mais on n'arrivera jamais à le définir, c'est-à-dire à finir, à le déterminer, à lui trouver un terme, car il est constamment en train de repousser les limites de ce qu'on lui avait attribué précédemment, enfin, que l'on croyait être les siennes. Ma limite, c'est de ne pas connaître mes limites, donc de les repousser sans cesse. Et d'être constamment dans une sorte d'exercice par rapport à moi-même pour repousser mes propres limites mentales, intellectuelles par exemple, dans tout domaine, mais également physique. Alors savoir-être, alors là, bon, qu'est-ce qu'on peut entendre par savoir-être, si je puis dire en conclusion? Bon, alors vous dire que finalement le paradoxe, c'est que c'est un savoir-paraître, un savoir-faire d'ordre comportemental. Bon, je n'ai pas tellement détaillé le fait que le point que ce soit un savoir-faire d'ordre comportemental, puisque j'imagine que vous êtes d'accord avec cela. Donc c'est du savoir-vivre, c'est de l'ordre du savoir-vivre, justement, ensemble, permet de vivre ensemble. Et notamment, je voudrais insister effectivement sur la partie quand même savoir-être avec. Et bien, être avec, ça y est, en fait, on en a parlé. C'était au sujet des distinctions justement entre coopération et collaboration, être capable justement de ne pas être seul, mais de reconnaître sa dette. Oui, je vous dis, une fois qu'on... Être agile, adaptable, libre, bien, ça c'est très intéressant. 2 mots, pour finir, vous voyez, une conclusion totalement improvisée. 2 mots. Le mot confiance, sur lequel insiste beaucoup en termes justement de savoir-être les entreprises. Le mot confiance. Moi, je vois le mot confiance, je sors mon revolver, comme sur pas mal de mots, de gros mots, si je puis dire, ou de mots valises en entreprise. Confiance, ça va bien, mais par confiance, on entend souvent la fiabilité. Mais s'il s'agit de la même fiabilité que la fiabilité d'une machine, je reviens sur les mêmes sujets, vous voyez, je suis un peu en boucle. La même fiabilité d'une machine, il y a tout lieu quand même de se méfier. Donc la vraie confiance, elle est une confiance en une liberté, donc capable de me surprendre et de me remettre en question. Une machine, effectivement, je lui fais confiance. Et donc j'attends de toi, cher collaborateur, que je puisse aussi te faire confiance. Si tu pouvais ressembler un petit peu à une machine, et à chaque fois que j'appuie sur un bouton ou que je donne une directive, ça réagit de la manière dont je l'avais prévu. Et dont on a convenu ensemble que ça devrait se passer, grâce à des procédures et des processus. Donc rendre l'homme digne de confiance, si ça veut dire le rendre aussi fiable qu'une machine, attention. Le deuxième mot, en fait j'en ai parlé, ça tombe très bien, c'était le mot autonomie, sur lequel également il s'agit de bien s'entendre, parce qu'on peut y mettre des choses pas diamétralement opposées, mais bien différentes. Soit une autonomie de moyens,
soit l'autonomie au sens classique du terme, qui est de savoir déterminer les fins, les objectifs. Je vous remercie de votre attention et je suis plus qu'ouvert, désireux de questions et d'échanger avec vous.